Et on va regarder. Ah, vous êtes plein à avoir répondu déjà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, c'est intéressant parce que vous avez alors, majoritairement, hein, il y en a un bon nombre d'entre vous qui ont trouvé les bonnes réponses. Ceci étant dit, cette majorité qui ont trouvé les bonnes réponses, ça fait que la moitié d'entre vous, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs bonnes réponses et enfin, vous êtes, seulement 24 à avoir donné, une des réponses. Donc, au maximum, il y en a 24 d'entre vous seulement qui auraient, potentiellement, trouvé toutes les bonnes réponses. Il y en a un certain nombre d'entre vous aussi qui les ont trouvées. Alors, on va commencer par le plus simple, heu, par les réponses qui sont évidentes. Mais d'ailleurs, c'est pas sûr que ce soit si évident que ça, d'ailleurs. Moi, je trouve que le problème, il est plus compliqué qu'il en a l'air parce que la question, qui est posée, elle a rien d'évident. Là, je peux pas vous demander votre avis parce que vous êtes pas tous en face de moi, ça va être un peu compliqué si vous mettez tous à parler en même temps. Mais quand je pose cette question-là en amphi, d'habitude, on a le droit de se voir et que je demande, quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre les 2 courbes, en fait, entre cette courbe bleue et cette courbe, fuchsia, on va dire. On me répond: «Bah, il y en a une qui va plus vite» et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas une des 2 courbes qui va plus vite. D'abord, les courbes vont pas plus vite, c'est les cinétiques qui sont plus rapides, éventuellement, mais ça, c'est un point de détail. Mais c'est pas vrai parce que la cinétique, la vitesse d'une réaction, c'est sa pente à un point donné. Donc si je prends la pente de la courbe, violette, à une vingtaine de minutes, là, entre 20 et 25 minutes, c'est-à-dire je trace simplement, hein, on est d'accord, sa tangente. Donc la tangente de la courbe violette, à 20-25 minutes, la tangente de la courbe bleue à 20-25 minutes, vous voyez bien que la pente de la courbe bleue est plus importante que la pente de la courbe violette. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, la cinétique, la vitesse de réaction de la réaction qui correspond à la courbe bleue est plus rapide que la réaction, de la courbe, de la cinétique de la réaction qui correspond à la courbe violette. C'est un peu compliqué à dire tout ça. Par contre, c'est vrai que si on prend le point de départ, le point d'origine, là, ça ne fait pas le moindre doute que c'est le contraire. On voit bien que c'est la courbe, cette fois-ci violette, qui est plus pentue à cet endroit-là que la courbe bleue. Donc effectivement, au point de départ, à l'instant initial, quand la réaction démarre, on a effectivement une cinétique qui est plus rapide pour le système correspondant à la courbe violette et moins rapide pour le système correspondant à la courbe bleue. Donc, on a bien des variations de vitesse. Ce que l'on ne peut pas dire, c'est qu'il y en a une qui est plus rapide que l'autre. Juste dit comme ça, c'est faux. Parce que ça dépend du moment. Et fondamentalement, si on se place plus ou moins entre les deux, il y a un moment où les deux courbes vont aller à la même vitesse pour le même instant donné. Hein, d'accord? On voit que là, les deux tangentes sont parallèles, donc on a la même vitesse de réaction à cet endroit-là. Donc on peut avoir l'une des deux qui est plus rapide que l'autre à un moment, et finalement que les choses s'inversent un peu plus tard. Donc on ne peut pas juste dire il y en a une qui va plus vite que l'autre, ça c'est faux. Ce que l'on a le droit de dire, et c'est ce qui était montré ici, c'est que le système correspondant à la courbe violette est, à l'instant initial, plus rapide que celui correspondant à la courbe bleue. Ça, c'est vrai. On peut dire aussi, et je vais le mettre là, que la vitesse moyenne de la réaction pour le système de la courbe violette est systématiquement plus grand plus grande que la vitesse moyenne du système correspondant à la courbe bleue. La vitesse moyenne, c'est la quantité qui a réagi sur le temps de réaction. Donc c'est simplement, hein, les droites que vous avez là, les deux droites que vous avez là, on prend un point, on tire jusqu'à l'origine, on mesure la pente de ces droites-là, c'est la vitesse moyenne. Et vous voyez que là, j'ai pris un point au hasard à 10 minutes, mais la droite rouge est forcément au-dessus de la droite bleue, et si on allait chercher un peu plus loin, hein, évidemment, on aura toujours la rouge qui sera légèrement au-dessus de la bleue. Pas beaucoup, hein, plus on va vers la droite, mais de toute façon, ce sera toujours quand même la rouge qui sera très légèrement au-dessus de la bleue. Donc, on a le droit de dire la cinétique est plus rapide à l'origine pour le système violet.
La cinétique est plus rapide en moyenne pour le système violet, mais pas simplement, la cinétique est plus rapide. Donc, ce qui nous intéresse, que l'on cherche, ce sont des facteurs qui accélèrent la cinétique. A priori, et à certains moments en tout cas, à l'origine et de manière moyenne. Mais pas juste qui accélère. D'accord? On n'a pas le droit juste de dire ça. Alors voyons voir, quels sont les paramètres que vous aviez identifiés qui permettent effectivement de faire en sorte qu'une réaction aille plus vite. Vous avez identifié à 84% le fait qu'on a augmenté la température. Vous avez identifié à 72% qu'il en avait rajouté un catalyseur. Et puis ensuite, c'est plus partagé sur le fait qu'on a augmenté une concentration. Et vous êtes à 43% pour c'est un réactif limitant, 28% pour c'est un réactif non limitant. Si on regarde un peu plus en détail, la vitesse de réaction, on peut l'écrire probablement sous une forme qui ressemble à ça. À savoir que c'est un coefficient de vitesse multiplié par une concentration. Manifestement, la concentration a de l'intérêt, puisqu'on voit que ça ralentit au cours du temps. La réaction va de moins en moins vite, Donc, la concentration d'un des réactifs doit influer, parce que sinon, ça ne ralentirait pas. Donc, la concentration d'un des réactifs doit avoir de l'importance. Et puis, le coefficient de vitesse, on ne sait pas à quoi il ressemble pour l'instant, mais il y en a toujours un de toute manière. Après, il peut être compliqué ou pas compliqué, mais il y a un coefficient de vitesse. Donc, mettons que notre vitesse, elle s'écrit sous cette forme-là. Ce qu'on voit là-dedans, c'est que effectivement, forcément, on a la concentration de réactif qui va jouer. Pour l'instant, limitant, pas limitant, je ne sais pas, mais concentration de réactif, ça doit jouer. Et puis, il y a ce K. Les facteurs qui influencent K doivent aussi avoir de l'importance. K, sa forme la plus simple, c'est dans la loi d'Arrhenius, où on a un facteur pré-exponentiel, le A qui est noté ici, et puis quelque chose qui se trouve dans l'exponentielle qui dépend de l'énergie d'activation et de la température. Et là, on a nos premières réponses. Effectivement, si on augmente la température dans cette formule-là, on va augmenter la fonction exponentielle puisqu'elle est en inverse négative d'exponentielle. Donc quand on augmente T, on augmente l'exponentielle, donc on augmentera K. Augmenter la température, c'est augmenter K, c'est donc effectivement accélérer la réaction, tout autre paramètre étant constant par ailleurs, d'accord, en particulier la concentration. Donc ça veut dire que oui, augmenter la température, ça accélérera la réaction. On ne change rien d'autre. Deuxième point, vous avez marqué que le catalyseur, ça pouvait accélérer la réaction. En tout cas, ça pouvait être une cause, manifestement, d'accélération ici. Et oui, maintenant, je voudrais être sûr que vous savez pourquoi. Et pas simplement parce que on m'a toujours dit que quand je mets un catalyseur, ça va plus vite. C'est pas juste une bonne réponse, ça, d'accord, il faut aller un peu plus loin. Le catalyseur, son seul et unique rôle, c'est d'abaisser la valeur de l'énergie d'activation. C'est le principe d'un catalyseur. Un catalyseur, ça abaisse l'énergie d'activation. Et vous voyez que dans la formule qu'on a juste là à côté, si on diminue EA, ça veut dire qu'on va diminuer aussi le facteur exponentiel. Si on diminue le facteur exponentiel, on va augmenter, excusez-moi, si on diminue EA, puisqu'il y a un moins, on va augmenter le facteur exponentiel, donc on va augmenter K. Diminuer l'énergie d'activation, c'est augmenter le coefficient de vitesse. Augmenter le coefficient de vitesse, c'est accélérer la réaction. Donc on peut baisser la température, augmenter la température, augmenter l'énergie, augmenter la réaction en baissant l'énergie d'activation. Donc catalyseur et température qui augmentent, ce sont effectivement des bonnes réponses. Maintenant, on a le problème de la concentration d'un réactif. D'abord, on n'est pas obligé d'en avoir qu'un de réactif, on pourrait très bien en avoir deux, ou en avoir plusieurs. Et admettons, là maintenant, puisque la question le sous-entend, qu'on puisse avoir un réactif limitant et un réactif non limitant. La première question à se poser, c'est quoi déjà un réactif limitant? Et ici, il y a un point qui est important, puisque dans le texte, il est précisé que la réaction est totale. Et ce n'est pas anodin, c'est vraiment important. Une réaction qui est totale, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à épuisement du réactif limitant. Et ça définit ce qu'est le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le réactif dont la concentration va finir par tendre vers zéro lorsque le temps de réaction tend vers l'infini. Ça veut donc dire ici que
le 25 que l'on a ici, là, ça correspond, puisqu'on tend vers cette valeur-là, que c'est la quantité maximale que l'on va pouvoir consommer de réactifs. À partir de ce moment-là, on atteint un palier parce qu'il n'y a plus de réactifs à consommer. Donc cette valeur de 25, c'est la concentration, à un coefficient stoichiométrique près, la concentration en réactif limitant. Et vous voyez ici que dans les deux cas, la courbe violette, la courbe bleue, on atteint exactement la même valeur. Puisqu'on atteint la même valeur, c'est qu'on n'a pas touché à la concentration du réactif limitant. On atteint 25 dans les deux cas. Si on avait touché à la concentration du réactif limitant, voilà ce qu'on aurait. On aurait deux valeurs distinctes. On aurait, en augmentant la concentration du réactif limitant, on aurait pu aller plus loin dans la réaction. Donc on aurait pu monter plus haut en termes de valeur. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fin de compte. Et pour d'être plus clair, voilà. Donc au lieu d'être resté ici, d'être bloqué sur la même valeur là, c'est-à-dire d'atteindre deux fois la même valeur, on aurait pu monter légèrement plus haut, puisqu'on avait rajouté plus de réactifs, donc la limite était un peu plus haute. Réactif limitant, réactif non limitant, voilà où se trouve la différence, on n'aurait pas atteint la même valeur limite. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Donc, je résume. Hein. Bonne réponse, le catalyseur, oui, parce que ça abaisse l'énergie d'activation. La température, oui, parce que quand on augmente la température, on augmente le facteur exponentiel, donc on augmente le coefficient de vitesse. Donc, en moyenne, ça ira plus vite, et au départ aussi. Et effectivement, on aurait pu effectivement rajouter du composé, parce que ça va accélérer effectivement la réaction. Mais dans ce cas, ce composé, puisqu'on atteint la même valeur limite, c'est forcément le réactif non limitant. Donc, c'est-à-dire que c'est la dernière réponse. Hein. La concentration de réactifs non limitants a été rajoutée. La concentration en réactif limitant, elle n'a pas changé. C'est donc la cinquième réponse qui est la bonne. Et vous aviez répondu majoritairement à 44% que c'était la réponse 4 et non pas la réponse 5. Voilà, si vous avez des questions sur ça, vous n'hésitez pas à vous intervenir, c'est le moment. S'il y a encore des questions, sinon, après on passe à la suite. Donc soit en texte si vous pouvez, en message privé, ou public si vous avez accès au chat, ou simplement en prenant la parole, hein, vous n'hésitez pas. Et puis, et je réponds. Oui, la 1 et la 2 sont justes. Il y a 3 réponses correctes. La 1, la 2 et la 5. Il fallait, et pour avoir, a priori, si ça c'était une question d'examen, hein, ça c'était une question d'examen. Je réponds à la question d'Élise, hein, d'accord, d'Elisa, qui me demande si la 1 et la 2 sont correctes quand même. Donc il y a bien 3 réponses correctes, qui sont valides. Et donc, vous pouvez, pour avoir tous les points, il aurait fallu répondre les trois réponses. Voilà, donc j'avance.